Bonsoir et bienvenue dans ce plateau spécial référendum constitutionnel 21 septembre 2025. Le plateau spécial aura quelques grands repères, plateau spécial dans la continuité des premiers plateaux que nous avons connus depuis la matinée sur la chaîne nationale. La RTG, la maison mère, comme on le dit, ce n'est pas nous flatter, ça correspond à une réalité. Et les chroniqueurs sur le plateau sont en train de partager leur sourire, comme quoi le sourire est contagieux. Merci à vous. Donc, quelques grands repères de cette émission. D'abord, la Direction générale des élections, c'est le grand centre d'intérêt de cette soirée électorale, parce que tout se passe là-bas. C'est la Direction générale des élections, c'est elle qui s'est occupée de l'organisation de ce référendum. Et donc, le focus sera mis sur la Direction générale, selon ce qu'on a appris tout à l'heure avec le service communication de la DGE. La directrice générale des élections fera une déclaration dans quelques minutes. Suivront ensuite certains observateurs, les observateurs de la CEDEAO, de la francophonie, de l'Union africaine et les différentes fêtières de la société civile guinéenne. Donc tous ces observateurs interviendront en tout cas dans ce plateau spécial soirée électorale. Nous aurons aussi l'Observatoire national autonome de supervision du référendum, l'ONASUR. C'est une création nouvelle et qui a en charge l'observation de la régularité du scrutin que nous venons de connaître. Et puis, si le temps nous le permet, certains de nos correspondants régionaux, préfectoraux et même certains reportages, certaines interventions au niveau de la ville de Conakry seront proposés à nos aimables téléspectateurs. Nous vous dirons aussi exactement où en est le processus à ce stade, au moment où nous émettons sur ce plateau de la radio-télévision guinéenne. Nous vous dirons exactement où en est le processus et puis nous reviendrons donc sur le déroulement du vote, comme vous l'avez suivi du reste tout au long de la journée sur nos antennes. L'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, le comptage des voix, la centralisation dans les sièges des communes avec les CACV, c'est les commissions administratives de centralisation des votes, la remontée des résultats des communes rurales vers les chefs-lieux. Et puis, nous aurons aussi un invité de parcours. Ce n'est pas n'importe qui cet invité. C'est Mamadi Troa Kaba. Il est juriste et il est membre influent de la société civile. Et c'est un ancien commissaire de la CENI. Donc, ce n'est pas superflu de préciser qu'il est aussi facilitateur bridge. Monsieur Kaba, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ce plateau spécial est animé par le trio Idrissa Sissé. Bonsoir Idrissa. Bonsoir Khalil. Bonsoir. Mamadi Terna Kamisoko. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Khalil. Bonsoir à tous. Et moi-même Ibrahima Khalil Diakité. Donc vous êtes les bienvenus dans ce plateau spécial. Dans ce plateau spécial, donc, comme je l'ai dit, le focus va être sur la direction générale des élections. Et d'un moment à l'autre, nous attendons l'appel, nous attendons le signal de la direction générale des élections. Donc, on a quelques collègues qui sont postés à ce niveau. Et donc, c'est avec eux que nous allons commencer. Mais nous avons déjà notre invité qui a accepté de nous honorer de sa présence. Mamadi Troa Kaba, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diakité. Voilà, alors donc, on est tous des citoyens, on a tous plus ou moins voté, en attendant d'arriver tout à l'heure aux chroniqueurs. Une première question. Le début du vote, comment l'avez-vous vécu aujourd'hui, ce matin historique du 21 septembre 2025? Encore une fois, merci pour cette invitation. Vous avez bien dit ce jour historique parce que c'est un jour qui vient s'ajouter à d'autres. Il est bon de rappeler que nous sommes à notre 5e référendum. Et donc, ce jour vient allonger la liste des journées référendaires que la Guinée a connues.
Et donc, je voudrais dire que personnellement, j'ai fait le constat que le vote s'est déroulé, en tout cas là où j'ai voté, s'est déroulé sans problème. Je me suis acquitté de mon devoir civique, de mon droit aussi citoyen. Donc, pour dire qu'il s'est passé dans des conditions paisibles. Et je l'ai dit déjà, c'est un jour qui s'ajoute à d'autres, parce que nous aurons le temps d'en parler. Parler du référendum, c'est demander au peuple de se prononcer sur une question d'intérêt national. Et donc, c'est une consultation directe du peuple. Et ce qui fait, disons, référence à la démocratie directe. Comme nous savons, les deux démocraties se complètent. La démocratie directe qui vient en complément de la démocratie représentative. Il n'est pas tout le temps donné aux représentants du peuple d'agir au nom du peuple. Sur certaines questions d'intérêt national, il est question que le peuple lui-même se prononce, d'où cette consultation populaire. Et donc, surtout quand il est question de référendum. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est justement, je voudrais mettre ce parallèle d'orge déjà, que nous avons les deux qui se complètent. La démocratie représentative qui permet aux représentants d'agir en lieu et place du peuple, et parce qu'ils en ont la légitimité, ils en ont disons, ils ont reçu ce mandat, donc cette délégation. Ils agissent au nom du peuple, mais sur d'autres questions qui ont une certaine importance, envergure, donc sur un sujet d'intérêt national, il est la possibilité donnée exclusivement au peuple de se prononcer, d'où cette consultation directe. Donc, pour revenir à votre question, pour ce qui me concerne, la journée, je l'ai vécue de manière assez paisible. La même question pour les chroniqueurs, et si vous avez des commentaires et des questions, je commence par vous, Mamadi Tena. Une question d'abord avant peut-être d'analyser un peu la journée. Ce Kaba, lorsque le 21 septembre a été annoncé par décret du chef de l'État, il y avait beaucoup de doutes parce qu'organiser une élection, notamment un référendum, ça demande assez de moyens en termes de logistique, en termes d'autres choses. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça y est, le référendum s'est tenu. Est-ce que c'est un grand pas aujourd'hui qui est franchi par la Guinée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel? Oui, absolument. Ça, je réponds d'abord par l'affirmatif avant de donner un contenu. Oui, c'est un pas parce que qui parle de retour à l'ordre constitutionnel parle forcément de l'adoption de ce statut de l'État. Parce qu'un État, à l'image de toute autre personne morale, a besoin d'un statut. Et ce statut pour l'État, c'est bien la Constitution. C'est sur elle que repose la Constitution. Elle est la loi suprême. Et vous comprenez qu'on parle de période transitoire, de période exceptionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vie constitutionnelle. Donc le retour à l'ordre constitutionnel, obligatoirement, s'opère par l'adoption d'une constitution. Celle qui existait a été suspendue et il faut impérativement une nouvelle constitution pour qu'on puisse parler d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, pour ce retour-là, comme je l'ai dit, c'est un impératif que cette adoption ait lieu pour ce retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, les conditions d'organisation, nous allons en parler pour voir ce qui a dû se passer. Oui, alors, M. Kaba, je crois que je vais poser la question aussi. Pour la journée, on reviendra sur ça. M. Kaba, on parle beaucoup plus de particularités de ce vote. En quoi ce vote est un peu spécifique, particulier par rapport à une consultation électorale? Oui, le référendum a une particularité parce que premièrement, ce référendum ne vise pas à élire des autorités. Vous savez, dans une démocratie, les autorités sont tous l'émanation du peuple. Elles sont élues. Alors, à la différence d'une élection, le référendum vise à se prononcer sur une question qui est soumise au peuple, dont la réponse est oui ou non. Donc, ça, c'est une différence fondamentale. Et encore que l'autre particularité, c'est que le référendum, ça donne au peuple sa souveraineté.
Et comme je l'ai dit tantôt, si les représentants à un certain moment peuvent, parce qu'ils en ont l'habilitation, ils ont le mandat d'agir en lieu et place du peuple, mais quand la question a un intérêt aussi particulier, il est exclusivement réservé au peuple afin qu'il se prononce. Donc, la particularité du référendum face à une consultation électorale comme nous en avons l'habitude, une élection présidentielle, une élection législative, une élection locale, donc communale, à la différence de ces élections, parler d'un référendum, c'est se prononcer sur une question qui est posée, et les deux options, c'est le oui ou le non. Oui, M. Kaba, bon, à ce stade, les bureaux de vote ont ouvert à 7 h le matin. Et on les a fermés à 19 h après une petite prolongation, oui. À 19 h. Dans l'intervalle, à partir de maintenant, là, à partir de la fermeture, puisqu'il est presque 22 h. On n'est pas loin de 22 h. On n'est pas loin de 22 h. Il y a à peu près 2 ou 3 h que les bureaux de vote ont fermés. Quelles sont les différentes opérations qui s'inscrivent dans cette séquence-là, à ce stade-là? Très bien. Et comme nous savons bien, les électeurs sont appelés à se rendre à un endroit. Cet endroit-là, c'est les bureaux de vote. Ouais. C'est là où ils doivent exprimer leur vote. Après les opérations de vote, naturellement, il y a une étape ou un moment qui arrive qu'on appelle le dépouillement. Ouais. Ça veut dire que le scrutin... Le vote est terminé. Le vote est terminé. Les bureaux... Disons, le scrutin est clos. Le bureau, il n'est pas fermé. Mais le scrutin est clos. Ouais. Et à partir de là, les membres du bureau de vote doivent désigner des électeurs présents qui savent lire et écrire le français. Et donc, 4 personnes parmi ces électeurs qui sont présents, qui sont donc appelés les scrutateurs. Ces scrutateurs-là doivent s'ajouter aux membres du bureau de vote pour former une équipe, qu'on va appeler l'équipe de dépouillement. Donc ça veut dire que dès que le scrutin finit, tout de suite les membres du bureau de vote doivent identifier, parce qu'on dit bien, il y a une condition qui est posée là, ce n'est pas tout électeur présent qui doit s'ajouter aux membres du bureau de vote pour former cette équipe. Donc le critère est qu'il faudrait que le citoyen ou l'électeur présent ait la capacité de lire le français. Le français. Ces conditions sont rassurées. Qui gère ça? C'est le président du bureau de vote. Bon, on a dit les membres du bureau de vote. Parce que ce que j'ai dit là ressort de l'article 4 de la loi 012 du 25 avril 2025, fixant les modalités pratiques du référendum constitutionnel. Donc, les membres du bureau de vote désignent les 4 scrutateurs qui s'ajoutent à eux pour former l'équipe de dépouillement. Et comme je vous dis, le dépouillement est cette autre période ou cet autre moment qui permet aux membres du bureau de vote de vérifier la sincérité des suffrages. Parce que, comme on dit, après le vote, votre vote peut ne pas être comptabilisé. En français facile. Parce que si vous effectuez le vote dans une certaine irrégularité, le vote sera annulé. Vous avez pris la peine de faire le déplacement de la maison au bureau de vote, mais votre vote ne sera pas comptabilisé. On appelle ça donc des irrégularités. Donc le dépouillement est ce moment-là qui permet à cette équipe de vérifier est-ce que le vote de X ou Y s'est déroulé conformément à la loi. Donc c'est cette équipe qui a cette charge-là. Parce que les scrutateurs, les 4 qui vont s'ajouter aux membres du bureau de vote, ils vont renverser l'urne et ils vont commencer maintenant à vérifier les bulletins. Bulletin par bulletin. Comme le vote s'est fait à bulletin unique, donc il n'y a pas d'enveloppe, l'opération est plus facile. Il suffit juste de déplier et de vérifier est-ce que le vote s'est passé de manière régulière. Après ça, le procès verbal est rédigé. Je parle des étapes les plus importantes. Voilà, le procès verbal est rédigé. Ça veut dire, il y a une étape qui est très importante, c'est de vérifier la conformité du nombre de démargements au nombre de bulletins trouvés dans l'urne. C'est vraiment une étape décisive. Il faudrait que le nombre d'émargements soit égal au nombre de bulletins trouvés dans l'urne. S'il y a un écart, cet écart doit être mentionné au procès verbal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le vote
Le suffrage est égal, le suffrage est secret et le suffrage est libre. L'égalité du suffrage, ça veut dire qu'un citoyen, un électeur, une voix. Donc le nombre d'émargements doit être égal au nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Alors, après toute cette étape-là, toute cette vérification, le procès verbal est rédigé. Et c'est après la rédaction de ce procès verbal que le président du bureau de vote doit afficher un exemplaire de ce procès verbal devant le bureau de vote, une manière que les citoyens soient informés des statistiques qui sont issues de ce bureau de vote. Oui, et c'est là où, maintenant, il y a la remontée de données, disons, vers les CACV, les commissions administratives de centralisation des votes. Il y a d'autres étapes, notamment le dispatching des exemplaires de procès-verbaux, mais comme je l'ai dit de manière un peu ramassée, on va vers les CACV, et les CACV reçoivent les procès-verbaux contre un récépissé qui est donné au président du bureau de vote. Il y a un récépissé de dépôt du procès-verbal du bureau de vote qui est délivré par la CACV, la commission administrative de centralisation des votes, au président du bureau de vote. Parce que c'est le président du bureau de vote, accompagné des deux assesseurs, qui doivent acheminer le procès verbal du bureau de vote vers les CACV. Et les CACV font la compilation. Comme nous sommes dans un processus où c'est les deux options, le oui et le non, la compilation est faite d'abord dans les bureaux de vote. Au niveau des CACV aussi, la même compilation est faite, cette fois-ci à l'échelle circonscription et électorale. Ce qui est fait au niveau de vote sera repris au niveau de la CACV avec une autre échelle. Et c'est là où, à partir de là, que la CACV, elle aussi, doit afficher un exemplaire devant la commission, donc le siège qui abrite la commission. Et après, il y a une autre remontée ou une transmission de ce procès verbal au ministère de l'administration du territoire à travers la direction générale des élections. Parce que l'OGE, c'est bien l'OGE gouvernemental. Tout à fait. Donc, le ministère de l'administration du territoire reçoit l'ensemble de ces procès-verbaux. Il y a des questions de délai, naturellement, qui doivent être aussi élucidées. Si vous permettez, je fais un ramassis rapide sur ces délais-là. Oui, les délais, je crois, on peut en parler à plus tard. Oui. Moi, j'ai déjà une question. On peut en parler plus tard. Donc, les délais, on va revenir. Je crois que ça va être la dernière partie. Cela dit, le ministère reçoit ces procès-verbaux, il fait la compilation, et les résultats provisoires sont rendus publics. Est-ce qu'il y a un délai pour ça? Oui, il y a un délai. C'est ce délai que j'ai voulu évoquer tout à l'heure. Puisque la question est posée, allez-y. Ok. Alors, premièrement, les bureaux de vote, quand ils ferment, ils doivent faire les procès-verbaux qu'ils doivent acheminer vers les CACV. Les CACV ont... la loi prévoit un délai maximum. Le délai maximum est de 7 jours. Ça veut dire que des CACV vers le ministère, au maximum, c'est 7 jours. Au plus tard, c'est-à-dire la réception des procès-verbaux des bureaux de vote dans les commissions administratives de centralisation. C'est même dit dans la loi. En aucun cas, on doit dépasser les 7 jours. Donc, un délai maximum qui est donné, c'est 7 jours. Ça peut se faire en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Mais au maximum, on ne doit pas dépasser les 7 jours. Maintenant, quand le ministère reçoit, le ministère aussi a 3 jours pour rendre public les résultats provisoires. Mais ces 3 jours, il faut noter, commencent à courir à compter de la réception du dernier procès verbal de CACV, de commission administrative de centralisation des votes. Maintenant que le ministère a rendu les résultats provisoires publics, on rentre dans le contentieux. Ça veut dire que ceux qui contestent la régularité du scrutin, il s'agit là des partis politiques ou des organisations de la société civile. Ces entités-là peuvent saisir la Cour suprême, qui est la juridiction en charge du contentieux du référendum, dans un délai de 112 heures. À compter de la publication des résultats provisoires, les partis politiques ou les organisations de la société civile ont ce délai de 112 heures pour saisir la Cour suprême à l'effet de faire valoir leur grief contre le déroulement du scrutin. Et la Cour suprême, maintenant qu'elle est saisie, elle aussi a 8 jours pour rendre son arrêt, un arrêt qui est sans appel, qui est sans recours et qui emporte proclamation définitive des résultats, du scrutin. C'est que moi j'ai une question. Vous savez que par rapport à ce référendum, l'enjeu majeur, c'est le taux de participation. Parce qu'il est dit quelque part que lorsque les 50% ne sont pas franchis, l'élection est annulée. Et quand est-ce qu'on arrive
à connaître le taux de participation après un processus de vote référendaire? D'abord, une question pertinente. Le taux de participation n'est rien d'autre que le résultat qu'on obtient en faisant le rapport du nombre de votants sur le nombre d'inscrits multiplié par 100. Le résultat qu'on obtient, c'est le taux de participation. Le nombre de votants, c'est l'ensemble des électeurs qui ont fait le déplacement de leur maison au bureau de vote. Que le vote soit valable ou pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la part des choses, vote nul, vote validé. Il n'y a pas de suffrage, il n'y a pas de question de suffrage exprimé. Donc à ce niveau, les 6,5 millions d'électeurs, c'est eux qui sont concernés? Non. Les 6,5 millions d'électeurs, ça c'est le nombre d'inscrits sur la liste. C'est-à-dire le nombre de votants, c'est qu'on estime que tous ceux qui sont sur la liste peuvent ne pas voter. Alors le nombre de votants, lui, il est connu qu'après le scrutin. Mais le nombre d'inscrits sur la liste est connu depuis très longtemps. Donc, on fait le rapport, nombre de votants sur le nombre d'inscrits sur la liste électorale, multiplié par 100, nous donne le taux de participation. Mais sauf que la précision que vous avez apportée ne s'applique pas à ce processus-là. Non, ne s'applique pas à ce processus. Pourquoi? Parce que ce que vous dites là, le pourcentage qui est indiqué dans le projet lui-même n'est pas encore adopté. C'est après l'adoption du projet que les futurs référendums doivent satisfaire cette exigence-là. Le constituant prévoit les 60% de taux de participation pour que le scrutin référendaire soit pris en compte. Valable. Oui, voilà. Mais comme on le sait, le texte il n'est pas encore adopté. C'est après l'adoption du texte que cette exigence est de mise. Ça veut dire que dorénavant, un référendum doit recueillir ce taux de participation de 60% pour qu'il soit pris en compte. C'est vrai, la question de la légitimité... Par contre, à l'inverse de sa question, il y a deux options. Voilà, soit comment on appelle ça, la nouvelle constitution est adoptée ou elle ne l'est pas. Au cas où elle ne l'est pas, là aussi, il y a une autre procédure. La seule exigence qui est posée là, c'est que le oui ou le non doit remporter la majorité absolue. Oui, tout à fait. C'est la majorité absolue. Et la majorité absolue, c'est simple, c'est la moitié plus ou moins 1. Dès qu'on franchit la barre de 50%, on est dans la majorité absolue. Et donc, si c'est dans le sens, l'un ou l'autre sens, le texte est adopté ou il est rejeté. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet. Ça, c'est vous faites allusion au contenu du projet de nouvelle constitution. C'est quand la constitution va être adoptée que cette disposition devient la norme supérieure, la norme suprême. Absolument, voilà, comme je l'ai dit tantôt, tout comme à l'image de toute personne morale, l'État a besoin d'un statut, ce statut c'est la constitution. Je voulais dire que le taux de participation est quand même un critère très important, parce qu'il détermine la légitimité. Justement. Et c'est là où il faut quand même voir le constituant, le CNT, a pris soin de tenir compte de cette exigence-là pour qu'un référendum, ce n'est pas que le suffrage exprimé qui doit être le critère, mais aussi il faut faire attention au nombre d'inscrits sur la liste qui a participé au scrutin. Et ce nombre-là, comme je l'ai dit, il est déterminant parce qu'il permet de faire le rapport et de savoir le taux de participation. Donc, le taux de participation est un critère fondamental parce qu'il permet d'asseoir la légitimité du texte ou voilà, de la question qui a été soumise à référendum. Ouais, donc, à l'intention de nos millions de téléspectateurs et d'auditeurs même, vous suivez une soirée spéciale sur la chaîne mère, la RTG. Nous émettons de Conakry, pour ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Et nous avons un invité de parcours, c'est M. Mamadi Troa Kaba. Il est juriste, il est un membre influent de la société civile, ancien commissaire à la CENI, facilitateur Bridge. Et pour animer ce débat, je suis accompagné de Idrissa Cissé et de Mamadi Terna Kamisoko. Nous attendons d'un moment à l'autre le signal de la Direction générale des élections. Il faut le préciser, tout se passe, c'est là-bas le vrai centre d'intérêt. Et donc, il est prévu, en tout cas, selon le premier programme, le premier canevas que nous avons reçu de la DGE, il est prévu une déclaration de la directrice générale des élections d'un moment à l'autre.
Il y a aussi prévu la déclaration des différents observateurs, les observateurs de la CEDEAO qui sont arrivés, qui viennent participer, qui viennent observer ce scrutin, la francophonie aussi, l'Union africaine et puis en plus des fêtières de la société civile guinéenne. Donc d'un moment à l'autre, c'est eux qui vont prendre la parole dans ce plateau spécial, dans cette soirée électorale, pour essayer d'édifier un peu l'ensemble de nos compatriotes qui sont devant leur petit écran et leur poste transistor pour essayer de suivre un peu le développement de tout cela. Alors, Monsieur Kaba, il y a aussi d'autres questions. Bon, on est entre plusieurs hypothèses. Prenons l'hypothèse que le oui l'emporte. Si le oui l'emporte, on avait souhaité ramener ces questions un peu vers la fin, mais je crois qu'on peut les aborder. Au cas où le oui l'emporte, quelle va être la démarche qui s'impose à chacune des organisations, à chacun des acteurs qui participent à ce processus? Pertinente question. L'effet du oui, c'est-à-dire quand le oui passe, quels seront les effets? Oui. À mon sens, le tout premier effet, c'est que cette décision du peuple va imposer des obligations aux institutions ou aux organes de la transition. Parce qu'on est, dans la charte, on parle d'organes de la transition. La première obligation, c'est celle qui va incomber au président de la République. C'est celle de promulguer le texte. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus le choix. Ça devient un impératif pour lui. Le peuple s'est prononcé, il n'a aucun choix. C'est que ce n'est plus une faculté, il est tenu de promulguer. Parce que la promulgation, comme elle est définie, c'est l'acte par lequel le président de la République atteste la régularité de la procédure et ordonne l'exécution de la loi. Est-ce qu'il y a un délai pour le président? Non, malheureusement, ce délai, non. Comme vous le voyez, la loi référendaire ne le dit pas. Ne le dit pas. La loi référendaire, justement, la loi 012, fixant les modalités du référendum, ne fait pas allusion à ça. Mais ce qu'on peut déduire là, ça serait sans délai. Parce qu'en général, en droit, lorsqu'un délai n'est pas défini, on reste dans l'hypothèse que l'acte doit être posé sans délai. Ça, c'est l'obligation qui incombe au président de la République. Deuxième obligation, c'est celle qui sera du côté du gouvernement, à travers le secrétariat général du gouvernement. Ce serait l'enregistrement et la publication. Parce que la loi n'est opposable aux citoyens que lorsqu'elle est enregistrée et publiée au journal officiel. Donc, le secrétaire général du gouvernement doit s'atteler à ce que cette loi fondamentale, cette constitution promulguée, soit enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Après ça, ce serait du côté du CNT, le Conseil national de la transition, qui lui aussi doit s'atteler à élaborer les lois organiques. Le projet prévoit beaucoup de lois organiques. Tout à fait. Et comme on le dit, dans le bloc de constitutionnalité, les lois organiques font partie. La Constitution elle-même fait des renvois, beaucoup de renvois d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans la Constitution. Si on met tout dans la Constitution, ce serait un fourre-tout et le texte va être trop volumineux et donc il faut faire des renvois. Donc, les lois organiques qui sont prévues dans le projet, le CNT devrait s'atteler pour les élaborer. Pas que les lois organiques, il y a aussi des lois ordinaires. Et quand on prend au rang des lois organiques, prenez la loi sur les langues nationales, les dispositions qui traitent les langues nationales. Il est prévu que les langues nationales deviennent des langues officielles. Au même titre que le français. Voilà. Mais il faut une loi organique pour donner un contenu à ça. Il y a des institutions qui sont prévues. Quand vous prenez l'OTIGE, l'organe technique indépendant de gestion des élections, là aussi il faut une loi organique pour donner un contenu. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, donc il y a des institutions qui ont forcément besoin, il faut des lois organiques pour que celles-ci, pour qu'il y ait un contenu à ces dispositions constitutionnelles qui traitent ou qui font des renvois à ces lois organiques. Donc ça, ce serait du ressort du CNT. À ce niveau aussi, M. Kaba, il n'y a pas de délai? Non, il n'y a pas de délai. Mais comme je l'ai dit, toute la fois qu'un délai n'est pas donné, c'est que celui qui a la charge devrait agir, en d'autres termes, dans un délai raisonnable. Mais pour un pays, par exemple, comme la Guinée, qui a commencé son retour à l'ordre constitutionnel par un référendum, qui est censé organiser les législatives, les communales et la présidentielle, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller vite dans le cadre de la mise en place de ces institutions? Ou bien on peut aller vers ces élections sans que ces textes organiques ne soient
une question pertinente. Les textes organiques, les lois organiques auxquelles la Constitution ou le projet, parce qu'on a encore le projet de nouvelle Constitution fait renvoi, et ces lois organiques n'ont pas, à mon avis, les mêmes urgences. Non? Une loi organique peut être plus urgente qu'une autre. C'est bien, voilà. Donc en tenant compte de l'urgence... Je dis un peu ce que je crois. Si nous prenons par exemple l'organe technique, des élections, voilà. Ça par exemple, ça ne peut plus attendre, ça ne peut pas attendre. Voilà. Quand bien même la DG existe, mais il faut que cette institution soit rapidement mise en place. Il faut pouvoir coordonner les autres élections. C'est aussi la question de parrainage par exemple. Quand on dit parrainage, il y a une loi organique qui doit définir ça. Qui doit donner un contenu à ça. Surtout et comme les candidatures indépendantes qui sont prévues dans le projet, pour que cette disposition constitutionnelle ou du projet de nouvelle constitution ait un contenu, il faut naturellement que cette loi organique soit rapidement élaborée et qu'elle soit adoptée. Donc les urgences peuvent varier d'une loi à une autre et je pense que le CNT aura la responsabilité de faire la part des choses et pour que la Constitution ne souffre pas d'application. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas tout mettre dans la Constitution. Donc les lois organiques auxquelles les renvois sont faits devraient pouvoir être élaborées et adoptées. Il y a une autre question qui est largement commentée. Ou bien quelqu'un, voilà. Sinon, il y a une autre question qui est largement commentée, c'est que dans cette nouvelle Constitution, dans ce projet de nouvelle Constitution, il est prévu que si un gouvernement soumet à un référendum un projet constitutionnel qui est rejeté, le gouvernement démissionne. Donc certains ont vite fait de faire le lien entre cet aspect et le gouvernement actuel. Voilà, si la Constitution est adoptée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la loi, certains experts disent que la loi n'est pas rétroactive, mais d'autres prêchent le contraire. Non, je pense qu'à ce niveau, il y a entre guillemets, il y a eu un défaut de communication sur ça. C'est vrai, personnellement, j'ai été plusieurs fois interpellé sur le sujet, mais c'est des dispositions qui ne sont pas pour le moment opérationnelles, ne sont pas applicables. Il faut que le texte lui-même soit d'abord approuvé. Et après, maintenant, les futurs référendums, dès lors que le résultat est publié, quel que soit l'issue, que ce soit le oui ou le non, le gouvernement en fonction doit démissionner. Et cette démission ne peut être refusée. C'est que dit le projet. Oui, tout à fait. Alors. Maintenant, peut-être, on a encore un peu de temps, on attend juste le signal de la DGE, la Direction Générale des Élections. Peut-être qu'on peut revenir sur certains grands aspects de cette Constitution. Moi, je voulais peut-être venir au bicaméralisme, parce que on a dit que maintenant, on est gratifié. La cohabitation. Voilà, on a deux institutions et le Sénat. Voilà. Oui. C'est pas très clair dans l'esprit de tout le monde. Bon, l'Assemblée, ça c'est plus ou moins connu, mais le Sénat, c'est pas très connu. Et le mode de désignation des membres du Sénat aussi est un peu complexe. Bon, je ne sais pas si vous avez pu parcourir le document et qu'est-ce qu'on peut en retenir. Pour les députés, par exemple, on a dit que on a inversé l'ordre des choses. C'est 2 tiers à l'uninominal, 2 à l'uninominal. 2 tiers, c'est ça, non? Oui, voilà. 2 tiers au scrutin majoritaire. Uni ou plurinominal, selon les cas. Voilà, c'est ça. Selon les cas. Parce que il faut aussi une loi organique pour définir tout ça. Supposons qu'une circonscription ait un seul député à élire, ça serait un scrutin majoritaire uninominal. Tout à fait. Et une autre circonscription a plusieurs députés, 2 ou 3 à élire, ça serait un scrutin majoritaire plurinominal. Ça veut dire que sur la liste, on verra le nombre de candidats qui est proportionnel au nombre de sièges réservés à la circonscription électorale. Voilà. L'avantage, c'est que maintenant, on fait obligation. Par exemple, ça fait un peu obligation à tous ceux qui veulent être, en tout cas futurs députés, d'avoir un ancrage territorial. Ça dit que c'est différent où les gens s'inscrivent sur une liste nationale et puis au prorata de ce que vous obtenez, vous avez le nombre de députés correspondants. Vous savez, quand on fait l'étude des modes de scrutin, on voit qu'il y a l'avantage et il y a l'inconvénient. Quand vous comparez le scrutin majoritaire au scrutin proportionnel, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, il y a l'inconvénient et il y a l'avantage. Le scrutin majoritaire, lui, il permet
disons, il donne à l'électeur sa souveraineté. Le scrutin majoritaire. Parce que est élu le candidat qui totalise le plus de voix. Donc ça permet à l'électeur de faire un vote utile. Alors que le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, on fait un calcul pour trouver l'équivalent du nombre de suffrages obtenus parmi le nombre de sièges à pourvoir. Donc ça demande tout un calcul où on commence par déterminer le quotient électoral, ensuite on fait la répartition des sièges en fonction du nombre de suffrages que chaque liste a obtenu. Mais ce qui est important et que je voulais souligner, parlant du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, généralement, l'électeur est dépossédé de sa souveraineté. C'est le parti ou la liste indépendante, selon le cas, qui inscrit les candidats sur la liste. Et plus on est en tête de liste, plus on a la chance d'être sauf que l'avantage pour le citoyen, dans ce cas de figure, c'est que c'est des gens, la plupart du temps, qu'il connaît, qu'il a côtoyé, qui ne lui sont pas imposés. Quelqu'un vit aux États-Unis, je dis un peu n'importe quoi, il est souvent en Belgique, et il est parachuté, il est sur une liste nationale. La liste nationale obtient un certain nombre de pourcentages. Parce qu'avec ça, l'électeur vote sur la liste. Personne ne le connaît. Voilà, l'électeur vote sur la liste, pour la liste. Il ne vote pas pour les candidats. C'est-à-dire c'est le bureau politique ou c'est le directoire qui dépose l'ordre d'inscription des candidats sur la liste. Et on sait bien que plus on est à la tête de liste, plus on a la chance. Alors que le scrutin majoritaire, le candidat est utile, c'est-à-dire la personnalité du candidat compte. Oui, tout à fait. Ça permet un peu à l'électeur de faire un choix. Maintenant revenons à oui, allez-y. Vous avez demandé le Sénat. Après le Sénat, donc l'Assemblée, dans le projet, le Parlement, le Parlement est bicaméral. Tout à fait. Ce bicamérisme signifie qu'à l'Assemblée, il y a le Sénat. Donc le Sénat, ce serait donc les sénateurs, de l'autre côté les députés, mais les deux feront à peu près les... Certes, il y a des compétences partagées. Ils vont se repartir les rôles, le rôle législatif. Tout à fait. Voilà. Et comment? Mais les deux souvent participent au même travail, même s'ils le font séparément, mais ils doivent travailler sur les mêmes textes, par exemple. Donc ça c'est un aspect important. Et souvent on parle du Conseil de la Nation. C'est souvent sur des questions où l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent pour pouvoir décider. Oui, M. Kaba, avec votre permission, je crois que le village électoral est en ligne. Et nous avons un invité. Présentez-vous et vous êtes déjà à l'antenne, hein, si vous voulez. Oui, présentez-vous et puis allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Vous êtes architecte de la direction générale de dans le cadre de la soirée spéciale référendaire organisée par la direction générale de Ici, sur la plateau participant, nous assistons à la présentation d'une minute à l'autre la direction générale des élections, Madame Camara Général. Après, ça fait une déclaration importante. D'un moment à l'autre, elle parle. Allô? Oui, on a quelques petits soucis là, mais sinon on vous suit très bien. On a quelques petits soucis de connexion avec la DGE, de liaison avec la DGE. Ouais, vous pouvez répondre à une ou deux questions. Bon, donc on a perdu la DGE, la Direction Générale des Élections. Nous demandons à nos amis techniciens sur place de bien vouloir mettre les bouchées doubles afin que cette communication soit possible, parce que le véritable centre d'intérêt, c'est de ce côté que ça se passe. Mais nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Mamadi Troa Kaba, qui est juriste. Oui, Idrissa. Oui, monsieur Kaba, vous parlez de cohabitation entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le plus souvent, ces deux institutions, quand les deux institutions doivent intervenir sur peut-être un même sujet, comment les deux parties sont départies? Comment les rôles sont répartis, je veux dire? Oui, tout ça, naturellement, devrait
être beaucoup plus détaillé dans les lois organiques, mais aussi les règlements intérieurs que chacune des chambres pourrait avoir à la lecture du projet. Au village. Voilà, à la lecture du projet, c'est ce que j'ai pu dire. Monsieur Kaba, priorité au direct. Je crois qu'on a le village ou la DGE, je ne sais pas trop, mais on va vous rendre l'antenne. Le village, si vous nous suivez, vous êtes à l'antenne. Vous pouvez faire votre communication. Voilà, la DGE. L'ONASUR, la Cour suprême, les forces de défense et de sécurité, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les organisations de la société civile et les médias publics et privés qui ont contribué chacun à son niveau à la bonne tenue du scrutin référendaire de ce jour. Je tiens à ce stade à adresser une mention toute particulière à la jeune et dynamique équipe de la Direction générale des élections qui m'accompagne au quotidien dans cette lourde noble mission par son dévouement, sa compétence et son esprit d'innovation. Cette équipe a su relever les défis organisationnels avec efficacité et abnégation, démontrant que la jeunesse guinéenne est capable d'assumer pleinement ses responsabilités dans la construction de notre démocratie. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, comme tout grand rendez-vous démocratique, l'organisation de ce référendum n'a pas été sans défi. Nous avons relevé ici et là des difficultés liées notamment à des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, à quelques contraintes logistiques. Mais grâce à la vigilance de nos équipes sur le terrain et à l'engagement des présidents des bureaux de vote, des autorités administratives à la base, des forces de défense et de sécurité, des partenaires techniques et financiers, des solutions rapides et rationnelles ont été apportées. La décision de proroger exceptionnellement l'heure de fermeture des bureaux de vote est une illustration concrète qui a permis de garantir à tous les électeurs l'exercice effectif de leur droit de vote. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, la Direction générale sous l'autorité de Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation tient à réaffirmer en cette occasion solennelle son attachement indéfectible au principe de régularité, de transparence et de sincérité du scrutin. Nous restons pleinement mobilisés pour assurer dans la sérénité, la rigueur, le dépouillement et la remontée des résultats conformément aux dispositions législatives réglementaires en la vigueur. Cette soirée va continuer avec les centres de centralisation des votes et la proclamation progressive des résultats des différentes communes de notre pays. Nous allons ensemble découvrir, voir les résultats et proclamer ensemble tout ce qui s'est passé, répondre aux préoccupations, aux questions, aux inquiétudes qui ont été posées durant cette journée. La Direction générale des élections, par ma voix, tient à remercier la presse guinéenne, la presse internationale pour leur effort pendant cette journée, mais également pour les 3 journées consacrées à la synergie des radios privées et publiques de Guinée, mais également à la presse internationale d'avoir répondu présent pour accompagner notre pays dans le retour à l'ordre constitutionnel. En ouvrant cette soirée électorale, je lance un appel au calme, à la patience, au respect mutuel, afin que le processus engagé se poursuive dans un climat de responsabilité et de confiance. Je tiens à rappeler également que ce scrutin s'est tenu sans blessés, sans violence, sans bagarre. Tout a été fait dans la paix par la grâce divine d'Allah que nous remercions, à qui nous confions notre pays durant ces 2 jours pour nous permettre de continuer à finaliser notre travail sous sa clairvoyance et sa grâce divine. Vive la démocratie guinéenne, vive la République de Guinée, je vous remercie. La directrice générale des élections, Madame Kamara Djenabo Touré, qui vient donc de livrer le contenu de sa déclaration à la suite donc de la fermeture des bureaux de vote depuis 19h. Il faut rappeler que ce vote a été donc prolongé 1 heure compte tenu de certaines choses qui ont été observées sur le terrain. Et Madame Kamara Djenabo Touré, à quand on pourrait s'attendre exactement pour les premières tendances des résultats venant des communes?
Merci beaucoup, Monsieur Ndoye. Nous venons d'ouvrir cette soirée spéciale référendaire 2025, qui est une première. Sachez simplement que nous sommes ensemble jusqu'au petit matin. Les résultats commencent à remonter au niveau des chefs-lieux des communes. La centralisation a démarré sur le territoire national et nous allons, dans les heures qui suivent, donner le taux de participation au peuple de Guinée et donner également les résultats qui sont parvenus des missions diplomatiques et consulaires, mais également des communes de notre pays. Donc c'est toute la soirée que nous allons continuer à donner ces informations au peuple de Guinée. Un vote qui s'est passé sans incident majeur, un observateur international n'a été touché, personne n'a été inquiété. Quel a été le secret? Le secret, c'est un travail inclusif, c'est un travail d'ensemble, c'est l'implication de tous les acteurs sociopolitiques, mais aussi ce qui a été une nouveauté pour nous, c'est le Conseil supérieur de la défense et de la sécurité, où tous les corps de notre pays se sont mis ensemble. Les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, l'éco-garde, la protection civile, tous ont travaillé ensemble, des moyens étaient mobilisés, mais il faut comprendre que durant tout le processus, les plateformes de la société civile ont travaillé, ils ont été impliqués, les partis politiques ont été impliqués également, l'ensemble des citoyens ont trouvé leur compte et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un scrutin sans blessés, sans violence, mais un scrutin dans la paix et dans la quiétude sociale pour une première dans notre pays. Oui, pour une première dans notre pays. Merci, Madame Kamara Djenabo Touré, directrice générale des élections, pour avoir livré cette déclaration et pour avoir donné le ton à cette soirée donc spéciale référendaire. Vous l'avez donc rappelé, qui va nous conduire jusqu'au petit matin. À tout moment, les résultats, les premières tendances de ce vote référendaire peuvent tomber d'un moment à l'autre. Bien sûr, il faut préciser que ça sera des premières tendances de communes. À vous, en tout cas, tout à l'heure, on va se reprendre d'un moment à l'autre. Madame Kamara Djenabo Touré. Merci. Merci d'être passé donc sur ce plateau. La soirée référendaire va se poursuivre. Tout à l'heure, il sera question de recevoir un de nos premiers invités avec Aboubacar Kevin Silla. Il a si bien dit, eh bien, la jeunesse guinéenne peut désormais prendre sa responsabilité en main. Ça a été un moment fort de notre vie démocratique. Les témoignages en disent long, avec les observateurs nationaux, les plateformes de la société civile guinéenne qui se sont regroupées autour d'une synergie dénommée l'œil du citoyen, les observateurs internationaux, la presse étrangère internationale, donc la presse nationale avec cette synergie des radios, des médias, d'État, privés, les radios rurales, la RTG, les télévisions et radio-télévisions donc privées de Guinée. Tout ce cocktail de médias donc, qui ont permis de remonter toutes les informations depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à cette heure. Et la soirée va se poursuivre, je le disais donc à l'entame dans mon introduction. Beaucoup d'invités, beaucoup donc d'interventions, des reportages également au niveau des 4 régions naturelles, Kindia, Kankan, Zérekoré et Labé, pourquoi pas l'étranger, avec l'ambassade naturellement des États-Unis. Toutes ces informations seront révélées tout au long de cette soirée électorale. Je vais me retourner vers la régie, histoire pour nous de céder donc cette place à Kevin Aboubacar Silla, qui va recevoir le premier invité au compte de cette soirée référendaire. À tout à l'heure. Oui, je crois. On a suivi tout à l'heure la directrice générale des élections qui a rendu hommage vraiment au peuple de Guinée, à la maturité politique du peuple de Guinée. Voilà. Non, il faut l'avouer que de façon générale, l'élection s'est passée dans une certaine tranquillité. Elle-même, elle n'a pas oublié de mentionner cela. Mais après, il faut saluer l'engagement et la détermination de cette direction qui tient tout de même à informer le peuple de Guinée de tout ce qui va se passer, parce que c'est vrai, les citoyens se sont déplacés, on est allé mettre l'enveloppe dans l'urne, on a envie de comprendre
Après, on le disait à l'entame de cette édition, on a envie de comprendre quelle va être la suite, à savoir qu'il y a une direction qui a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le processus, qui sont en action pour nous donner les informations à temps réel, nous remonter les informations à temps réel. Et comme elle a si bien souligné, d'ici peut-être le matin, on aura probablement quelques résultats. Oui, oui, je pense qu'il faut d'abord saluer le travail déjà fait, même s'il reste beaucoup. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Guinée revient à ses vieilles habitudes. Parce que avant, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organisait les élections. Et on revient vers cette initiative parce que dans la période 2009 jusqu'à 2020, je crois, c'est un organe indépendant qui organisait les élections en République de Guinée, la CENI, et qui avait une sorte de participation entre le pouvoir, l'opposition et puis la société civile. Mais avec l'administration du territoire. Avec ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement qui décide de prendre la responsabilité sur lui d'organiser les élections, et pour le moment, la fierté est que on a aujourd'hui une dame qui est qui a la tête de cette direction générale, qui capitalise quand même plusieurs années d'expérience dans la gestion des élections. Ce sont des choses qu'il faut saluer. On avait des doutes parce que quand on confie souvent certaines responsabilités à certains acteurs de l'administration, on a des doutes. Est-ce qu'ils pourront relever le défi? Et je pense que est-ce que l'efficacité va suivre? Mais pour le moment, ce qu'on voit sur le terrain, je pense que en dépit de quelques problèmes qui ont été constatés, notamment le retard dans l'acheminement. On a un autre invité sur le plateau de la DGE, je crois. On va revenir tout à l'heure à la DGE. Il faut seulement dire qu'elle a dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'inclusivité. Elle a dit que tout le monde a été impliqué jusqu'au bout, les différents acteurs, notamment au niveau de la sécurité, tous les corps constitués, tous les corps de sécurité ont participé à la sécurisation de ce. Il n'y a pas eu d'égratignure, il n'y a pas eu de fausses notes, il n'y a pas eu d'incident majeur noté, relevé. Et donc ça, c'est extrêmement important, contrairement à ce qui a pu se passer ces dernières années en Guinée. Donc la DGE, si vous nous suivez, vous pouvez reprendre l'antenne pour le prochain invité. Sinon, nous vous céderons l'antenne à tout moment. Monsieur Kaba, on vient de suivre la première déclaration de la directrice générale des élections. Et elle a rendu à César ce qui appartient à César. Elle a félicité ses équipes elle-même, et puis elle a rendu hommage vraiment au peuple de Guinée qui est encore dans la maturité. Oui, je pense que c'est un discours auquel il fallait s'attendre. C'est l'organe gouvernemental qui a piloté le processus. Donc, je trouve que le discours, il était attendu. En tout cas, je ne m'attendais pas à un discours différent. Et comme je l'ai dit, en tout cas personnellement, de ma maison au bureau de vote, je suis allé faire le vote sans observer de problème. C'est ce que je puis dire. Pour Mourali Terna, je vais vous revenir parce que vous n'aviez pas terminé votre développement. On attend d'un moment à l'autre la DGE, la Direction générale des élections, vous pouvez vous manifester à tout moment. L'antenne vous sera remise instantanément. Ne vous en faites pas. Nous sommes ici, le centre d'intérêt, c'est à la DGE. Donc, Mourali Terna, vous aviez la parole. Oui, je disais juste qu'en dépit de quelques problèmes qui ont été constatés dans certaines communes, dans certaines localités, parce que c'est vrai qu'organiser une élection, on l'a toujours dit que ça mobilise énormément de logistique. Dans certains endroits, il y a eu des petits problèmes en termes d'acheminement du matériel électoral qui a été vite rattrapé dans le temps. Moi, je pense que globalement, il faut saluer l'engouement qui était derrière cette élection, la mobilisation qu'on a constatée dans beaucoup de bureaux de vote, que ce soit à Conakry et à l'intérieur du pays, parce qu'on a des équipes qui sont déployées un peu partout sur le territoire national. Je pense que, comme elle a souligné dans son discours, l'impressionnante mobilisation des services de défense et de sécurité a également aidé à sécuriser l'ensemble du processus électoral, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, ce qui fait que pratiquement, il n'y a pas eu d'incident. C'est rare quand même que la Guinée organise une élection de ce genre, que
sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas eu d'incident et signalé, que ce soit par les médias nationaux ou internationaux. Je pense que ça montre une nouvelle fois la maturité du peuple de Guinée. Ça montre que par rapport à la gestion du processus électoral, on est en train d'atteindre un niveau qu'il faut apprécier. Et préserver surtout. Ouais. C'est un exemple qu'il faut suivre. Ouais. On me fait signe du côté de la régie que la Direction générale des élections, il y a déjà un invité sur le plateau. Si de ce côté ils nous suivent, ils peuvent prendre l'antenne. L'enseignement. Donc qui est mieux pour enseigner? Qui a la meilleure pédagogie que nos enseignants? Nos formations sont toujours couplées, c'est-à-dire un cadre de la DGE et également un cadre syndicat enseignant. Donc ce sont ces personnes-là qui vont dans les préfectures, qui vont dans les communes pour former les différents membres de toutes les activités que nous avons eues. En parlant du recensement, les commissions administratives de recensement, en parlant de la distribution des cartes d'électeurs, les commissions administratives de distribution de cartes d'électeurs, en parlant des membres des bureaux de vote et en parlant de ces commissions administratives de centralisation de vote. Donc avec le couplage syndicat, enseignants et MATD, Direction générale des élections, je peux vous affirmer, Madame Camara, que toutes les formations se sont très bien passées en République de Guinée. Alors justement, pour enchérir, n'est-ce pas, la question de Idiatou, est-ce que vous pouvez estimer aujourd'hui que les responsables qui travaillent, n'est-ce pas, dans ce domaine, au niveau de ces commissions de centralisation, ont reçu également des formations solides pour éviter, n'est-ce pas, des anomalies sur le terrain? Vous savez, monsieur Silla, la formation est un grand mot. Lorsque nous parlons de magistrats, c'est difficile pour moi de dire que j'ai formé des magistrats. Oui. Les magistrats, j'ai facilité leur compréhension, j'ai facilité leur appropriation des documents qu'ils connaissaient sûrement déjà, qu'ils connaissaient sûrement mieux que moi. Donc formation est trop dit pour ces magistrats, mais j'ai facilité cela et tout s'est très bien déroulé. Allez, Idiatou. Alors, Kevin, si vous permettez, Monsieur Diaby, je ne sais pas si c'est à votre niveau les agents recenseurs ou en tout cas qui étaient devant les machines pour parler tout simplement pour la compréhension du citoyen moyen. Oui. Vous êtes satisfait de la formation, mais il y a eu beaucoup d'anomalies. Il y a même des gens, on a vu, qui sont nés sous le manguier. Moi, je suis né à Pita, mais on m'a dit que je suis né à Mamou, mais je suis de Mamou, c'est pas grave. Mais il y a eu beaucoup d'anomalies et il y a plusieurs personnes. J'ai sillonné aujourd'hui plusieurs bureaux de vote, notamment dans la nouvelle commune de Bessia à Concasseur. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas retrouvé leur carte d'électeur et malheureusement qui étaient frustrées. Et ce qui est normal parce qu'ils n'ont pas pu voter. D'où viennent ces anomalies? Merci, Madame Camara. Je vais revenir d'abord sur le recensement qu'il y a eu lieu. La Guinée, aujourd'hui, doit être satisfaite de son niveau d'avancement. C'est la première fois que la Guinée détient un registre national des personnes physiques. C'est la première fois que la Guinée détient un fichier électoral biométrique permanent. Il n'y aura plus jamais de recensement, il n'y aura plus jamais de recensement pour des électeurs. Il y aura le registre national de l'état civil qui sera créé. Chaque citoyen ayant 18 ans sera d'office électeur. Revenons sur les erreurs qu'il y a eu. Il n'y aura pas eu besoin de faire une élection pour ceux qui ont 17 ans, qui auront 18 ans. Ils seront directement reversés automatiquement. Justement. Et ils pourront aller récupérer leur carte d'électeur qui sera conçue de façon automatique. Ouais. Nous revenons sur les erreurs qu'il y a eu lieu au niveau des agents recenseurs. Après cela, il y a eu 2 semaines où chaque citoyen pouvait partir chez son chef de quartier, voir la fiche de liste électorale provisoire, regarder ses informations biométriques, regarder ses informations d'état civil et apporter des corrections. Ça a été fait pour certains, pour d'autres non. Et ceux qui ont eu leur carte conçue avec des erreurs, malheureusement, pendant cette période définie, ne se sont pas rendus chez le chef de quartier pour la correction. Justement, parce que, et surtout, ce que je voudrais rappeler, Idiatou, c'est vrai, il est très important, n'est-ce pas, de rappeler un peu, juste un peu ces anomalies, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au-delà, après le recensement biométrique, surtout après la publication, n'est-ce pas, des statistiques provisoires du registre national des personnes physiques,
le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la direction générale des élections, est parti à une autre phase, n'est-ce pas, du processus. C'est la phase de contrôle, de vérification, de gestion du contentieux sur les listes électorales provisoires. Donc il y avait un délai qui était là et que les citoyens qui étaient, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans ce cadre-là, avaient la possibilité justement de corriger, mais malheureusement ils n'ont pas fait cette correction. Pas de souci. Allez, Gaussou Kader Gabi, peut-être, je ne sais pas. Idietou, vous avez une question pour lui? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Hein. Et peut-être, on va parler justement, on a écouté tout à l'heure Madame la directrice qui est revenue un peu sur la journée d'aujourd'hui. Elle s'est félicitée, elle a félicité également l'ensemble de la population guinéenne par rapport donc à la sérénité qu'elle a observée dans le cadre de ce processus. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? En ce soir de veille du scrutin référendaire, moi ainsi que tous mes collègues de la direction générale des élections, nous sommes, je dirais, comblés, puisque nous avons un comité opérationnel de commandement qui centralisait toutes les remontées via le centre d'appel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'étais à ce niveau et les remontées étaient vraiment mineures. Pour des élections en République de Guinée où il n'y a ni incident majeur, c'est vraiment à souligner. Donc tous ces petits problèmes ont été réglés. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de la RTG, la radio-télévision guinéenne, soirée spéciale à l'issue du vote référendaire du 21 septembre 2025 qui consacre en partie le début du retour à l'ordre constitutionnel. D'autres scrutins sont prévus, mais celui majeur qui va doter la Guinée d'une nouvelle loi fondamentale, c'est cette élection qu'on a connue aujourd'hui. Et nous avons sur ce plateau, comme invité de parcours, M. Mamadi Troakaba. Il est juriste. Il est aussi membre influent de la société civile et ancien membre de la CENI. Et ce débat, nous le menons à trois. Mamadi Terna Kabisoko, Idrissa Cissé et moi-même avons le plaisir de conduire ce débat. Et donc, on a dit que le centre d'intérêt, c'est toujours encore la DGE, la Direction Générale des Élections. À tout moment, après ce premier plateau, à tout moment, il peut prendre l'antenne s'il y a du nouveau de son côté, parce qu'on a entendu la directrice générale annoncer que les premières tendances pourraient être données, les premiers résultats pourraient être donnés. Donc, nous revenons à notre invité. Une question vous avait été posée. Terna, c'est Idrissa qui avait posé, c'était vous? Oui, moi je vais poser une question. Voilà, une question. Oui, par rapport à ce référendum, on a vu qu'il y a une mobilisation internationale aux côtés de la Guinée avec la présence de certains observateurs. Et il y a l'Union. Et pour l'instant, on n'a pas, du point de vue financier, on nous a dit que c'est le gouvernement qui a financé. C'est le gouvernement qui a financé, mais en tout cas, ils sont là, c'est des observateurs indépendants de la communauté internationale. On a vu aujourd'hui qu'il y a l'OIF qui est en Guinée, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la présence de ces observateurs crédibilise davantage le processus référendaire en Guinée? Ou alors, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Voilà. Oui, en effet, il faut dire que dans un processus électoral, plusieurs acteurs interviennent. Ce n'est pas que l'OGE qui organise les élections, il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent. Et chacun des acteurs a un rôle à jouer. Maintenant, pour la crédibilité, pour asseoir l'intégrité du scrutin, pour d'abord vérifier, évaluer et établir cette crédibilité-là, on a forcément besoin de la présence des observateurs. Pas qu'internationaux, mais aussi des observateurs nationaux. Parce que c'est les deux. Des observateurs nationaux, des observateurs qui viennent des institutions régionales ou sous-régionales. Donc, leur présence est un gage de crédibilité.
leur rapport, parce que la différence qui pourrait exister entre nous, individus, qui pouvons faire des constats, et ces observateurs qui sont accrédités, parce qu'on n'est pas observateur parce qu'on veut l'être. Il y a une accréditation qui est donnée. La DGE, c'est elle qui accrédite les observateurs. Quand vous arrivez, vous devez être là-bas pour au moins avoir cette accréditation. Il y a un code de bonne conduite. La dernière fois, j'ai écouté la directrice parler de ce processus-là. Donc, ces observateurs, ils sont reçus, ils ont une accréditation et ils doivent maintenant sillonner. Et après leur observation, il y a un rapport qui est fait, ils font donnent leur point de vue. Et donc, ce point de vue-là est à prendre en compte parce que ça voudrait dire que l'organe qui organise les élections a un avis. Les observateurs aussi donneront leur avis. Le souhaitable est vraiment que ces observateurs constatent que le scrutin s'est passé dans des conditions assez paisibles, acceptables, comme on aime souvent le dire, qu'aucun scrutin ne peut être à 100% parfait. Ce n'est pas l'apanage que de la Guinée, ça c'est partout. Mais il y a des irrégularités qui peuvent être mineures et des irrégularités qui peuvent être majeures ou assez graves. Donc la présence des observateurs, pour revenir à votre question, est vraiment un gage de crédibilité parce que ça serait fait entre nous. Et le regard externe pour évaluer et pour donner un avis, ce regard-là, on en a besoin. Le processus a besoin pour sa crédibilité. Et comme j'ai voulu dire, il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent. On ne peut pas parler d'une élection, par exemple, sans la sécurisation, comme vous le savez. Et cette sécurisation, c'est la gendarmerie, le haut commandement de la gendarmerie, c'est la police. Donc c'est un acteur. Enfin, même c'est l'armée aussi, sur les frontières quand même. Oui, parce que les frontières, pour le laps de temps, les frontières restent fermées. Tout à fait. Voilà, donc on ne peut pas parler d'élection sans eux leur participation. C'est vous les médias. La directrice, elle saluait le rôle très déterminant que les médias ont joué. Ça veut dire qu'un processus électoral ne peut pas se faire sans vous les médias. C'est les magistrats. Les magistrats jouent un grand rôle. D'abord, ils doivent présider les CACV, mais aussi c'est les magistrats qui sont chargés du contentieux. Quand on constate les irrégularités, à qui on fait face, c'est à la Cour suprême. On ne peut pas parler d'élection sans argent. Il faut des fonds. Le ministère de l'économie et des finances. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Parmi ces acteurs-là, il y a aussi des observateurs. Ces observateurs-là, comme on dit, ils n'ont pas de voix délibérative ou d'émission dans le processus. Ils viennent, ils observent. Mais leur avis compte. Leur avis compte. Ce qu'ils donneront comme rapport d'observation, ce rapport-là devrait être pris en compte, pas seulement que pour la remise en cause du processus, mais pour améliorer les prochaines élections, les prochains scrutins. Une observation est toujours suivie par un rapport d'observateur est toujours suivi par des recommandations. Il y a des recommandations qui sont formulées pour dire que sur ce pan-là, sur ce angle-là, sur ce plan, sur ce volet-là, il y a eu tel manquement. La prochaine fois, ces aspects-là devraient être pris en compte. Donc, la présence, encore une fois, des observateurs nationaux ou internationaux autour du scrutin est un gage de... Maintenant, pour renchérir peut-être par rapport à ça, la Guinée qui décide d'elle-même de faire venir pour que les observateurs viennent constater ce qui se passe sur son territoire par rapport à ce référendum. Vous qui êtes ancien commissaire à la CENI, vous êtes acteur de la société civile très influent, vous êtes juriste. Quel regard portez-vous sur cette volonté quand même de la Guinée à faire venir des observateurs internationaux pour s'assurer de la sincérité du vote? Oui, donc la volonté n'est seulement que celle de vouloir faire les opérations dans la transparence. Si on ne veut pas la transparence, ça veut dire qu'on va fermer la porte aux observateurs. Oui. Si on ne veut pas que le scrutin soit crédible, soit vraiment jugé intègre, l'intégrité du processus, on fermera la porte aux observateurs. Donc ouvrir la porte aux observateurs, ça veut dire que cette volonté s'inscrit dans le sens de vouloir d'un processus transparent
d'un processus intègre et un processus crédible. Donc ça ne peut s'expliquer qu'à ça. Mais à cela s'ajoute, il ne faut pas l'oublier, que la Guinée est dans différentes organisations où il y a des normes. Il y a des normes. La CEDEAO, dans chaque État membre où un processus électoral se déroule, la CEDEAO, en principe, je dis bien en principe, sauf cas de situation exceptionnelle, doit déployer des observateurs dans cet État-là. C'est aussi le cas de l'Union africaine. L'Union africaine, les États membres, quand il y a un processus électoral dans un État, elle se doit d'envoyer des observateurs. Il y a des observateurs qui viennent pour de longue durée, c'est-à-dire qui peuvent arriver 2 semaines avant le scrutin, 3 semaines, 1 mois avant le scrutin. Il y a des observateurs qui arrivent la veille du scrutin. Donc il y a toute cette catégorie d'observateurs. J'ai eu le plaisir, j'ai eu l'honneur de faire une session de briefing avec les observateurs déployés par l'Union africaine. Voilà, et c'est aussi pour dire que ces observateurs, quand ils arrivent, on ne se jette pas comme ça dans le fleuve. Dans le bain, Alors, monsieur Kaba, vous parliez de contentieux, vu que ce vote est vraiment un peu spécial, ce qui est un peu différent, si vous voulez, des contestations où les partis politiques sont directement impliqués. À ce niveau, qui peut contester? Très bien, une bonne question. Qui peut contester la régularité du processus du vote référendaire là? C'est les partis politiques et les organisations de la société civile. On a ajouté légalement constitué. Bon, c'est un terme. Un parti politique, c'est déjà légalement constitué. Une organisation de la société civile. Vous n'aurez jamais l'agrément si vous n'êtes pas légalement constitué. Non, on est dans un contexte particulier où des partis ont été suspendus parce qu'il n'y a pas respect de certaines. Voilà. Bon, ça, comme vous l'avez dit, on est dans un contexte. Non, ça c'est juste pour détendre un peu la chose. Alors, c'est les partis politiques et les organisations de la société civile qui peuvent contester. Devant quelle institution? La Cour suprême. Et dans quel délai? 72 heures à compter de la proclamation des résultats définitifs. C'est cette proclamation faite donc par le ministère de l'administration. Les résultats provisoires alors? Les résultats provisoires. Je m'excuse. Les résultats provisoires déclarés par le ministère de l'administration du territoire. À compter de cette publication des résultats provisoires, les partis politiques, les organisations de la société civile qui ont trouvé des irrégularités au processus peuvent saisir la Cour suprême, mais le contentieux est ouvert. Et quand la Cour suprême est saisie, s'il y a des requêtes, il y a eu des recours, la Cour suprême a 8 jours pour rendre son arrêt. Et cet arrêt-là est insusceptible de recours et il emporte proclamation des résultats définitifs. Résultats définitifs pour l'adoption ou pour le rejet. Donc la contestation, c'est du ressort des partis politiques et des organisations de la société civile contre les résultats provisoires publiés par le ministre de l'administration du territoire dans un délai de 72 heures à compter de cette publication. Et la Cour suprême a 8 jours pour trancher. Maintenant, s'il n'y a pas eu de recours, ça veut dire que la Cour suprême doit rendre son arrêt depuis dans le délai le plus court possible. Ouais, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas eu de contestation. C'est quand il y a contestation qu'elle dispose de 8 jours pour rendre son arrêt. Donc au cas où il n'y a pas de contestation, donc à compter. Pendant les 3 jours. Non. En fait, après la proclamation des résultats provisoires, les partis politiques ont 72 heures, je veux dire. Donc après les 72 heures, s'il n'y a pas de contestation, la Cour suprême peut rendre le même jour ou le lendemain. Parce qu'il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de contentieux. Il n'y a pas de contentieux. Mais c'est s'il y a contentieux que la Cour dispose d'un délai maximum de 8 jours pour trancher. Et tout cela conformément à la loi 012. Fixant les modalités pratiques du référendum constitutionnel. Alors donc, nous restons accrochés à la DGE, à la DGE, la Direction Générale des Élections, qui peut prendre l'antenne à tout moment. Mais d'ici là, on peut se permettre de revenir un peu sur certains points saillants de cette Constitution, parce que le débat a été assez fructueux et il y a eu de la vulgarisation, il y a eu des explications, il y a eu de la sensibilisation. Et les points qui sont revenus, c'est
Entre autres, les nouveautés, hein, le mandat présidentiel qui a changé, on peut toujours revenir sur quelques points. Le mandat présidentiel part de... On était jusque-là à 5 ans. Oui, tout à fait. 5 ans et il part à 7 ans. Oui. Et on parle aussi de quotas hein, pour les femmes. Oui, il est 30%. 30%. Voilà. Est-ce que on a suffisamment pris du recul pour porter ce quota-là à 30%? Si on regarde un peu le paysage, je pense que c'est bien atteignable. Il y a certains pays qui l'ont fait. Oui, il faut noter vraiment que tout ça, c'est l'œuvre du constituant. Hein, c'est le constituant qui a voulu ainsi, le CNT, qui a rédigé le texte en voulant que les femmes soient représentées dans les instances de prise de décision à l'échelle nationale, l'échelle régionale ou même locale, communale. Donc c'est la volonté du constituant et maintenant qui est soumise à l'approbation du peuple. Est-ce que le peuple veut cela ou pas? C'est à lui de se déterminer. Mais la particularité, et ça je reviens avant de reprendre, je reviens à la question qu'il avait posée, la particularité de ce référendum-là, c'est qu'on ne vote pas pour certaines dispositions et rejeter d'autres. C'est le texte, la globalité qui est à accepter ou à rejeter. Voilà, c'est un peu ça, la chose. La complexité. Voilà. C'est pas dire que bon, telle disposition me convient, je suis pour ça, telle autre, je suis opposé. Non. Et vous voyez, c'est ce qui fait un peu la Constitution, cette charme que la Constitution a. C'est un tout. Donc du coup, nous n'avons pas souvent les mêmes lectures. Si je suis syndicaliste, je vais regarder les dispositions qui traitent le droit syndical dans la Constitution. Dès lors que ces droits-là sont garantis, ils sont protégés, je suis beaucoup plus enclin à voter pour. Je m'excuse, entre guillemets, les personnes vivant avec handicap. Ces personnes-là vont avoir l'œil vigilant sur les droits de ces personnes-là. Si ces droits sont protégés, elles sont motivées à voter pour. Les politiques vont regarder des dispositions qui traitent l'accession au pouvoir, qui traitent l'exercice du pouvoir, qui traitent la transmission du pouvoir. Ces dispositions-là intéressent plus les politiques. Si c'est les femmes, comme c'est le cas maintenant, les femmes vont regarder, attention, nous on nous accorde quand même un privilège, même si on dit c'est l'égalité entre hommes et femmes. Donc au nom du principe de l'égalité, ça peut être un peu discutable qu'on dise bon, on accorde ça aux femmes. Souvenons-nous qu'une fois dans le code, c'était l'avant, le code électoral qui est venu avant celui qui était en vigueur jusqu'à la date du 5, cette question s'était posée. Où un quota a été accordé aux femmes, la Cour constitutionnelle avait rétorqué, avait trouvé cette disposition inconstitutionnelle. Ça s'est posé ici. Mais les femmes, pour revenir à la question, les femmes vont vouloir regarder cette disposition qui traite la question spécifique des femmes. Et si elles retrouvent ça, elles sont motivées à voter. Donc la Constitution est un tout. Chacun regarde la Constitution avec un certain œil. Mais, comme je l'ai dit, on ne fait pas le vote en prenant des dispositions qui m'arrangent et les dispositions qui me dérangent. C'est un vote qui concerne l'ensemble du texte et c'est ce qui fait encore l'autre particularité. Alors, en très peu de mots, parce qu'on va... La priorité est encore accordée au direct. Si vous êtes d'accord, peut-être qu'on va faire le direct et puis après on reviendra sur la suite de votre réponse. La DGE, la Direction Générale des Élections, si vous nous recevez, nous vous rendons l'antenne. Dans plusieurs quartiers sillonnés par l'équipe de communication de la DGE, autorités citoyennes rencontrées sur le terrain ont exprimé leur sentiment de satisfaction selon cet élément de reportage.
Voilà, on est de retour sur le plateau de la RTG, la radio-télévision guinéenne. Soirée électorale, soirée spéciale, édition spéciale, donc soirée électorale, suite au référendum de ce 21 septembre 2025, qui consacre le retour progressif à l'ordre constitutionnel. Oui, M. Kaba, vous étiez en train de faire tout à l'heure un développement quand nous avons rendu l'antenne à la DGE. Oui, je parlais de ce que vous aviez évoqué, le quota qui est réservé aux femmes. Aux femmes, les 30%. C'est une disposition qui... Non, en fait, la disposition, c'est dans le pire des cas. Sinon, si vous voulez faire 100% de parité, il n'y a aucun problème. Mais on dit seulement qu'il faut que dans les postes de décision et de représentation, qu'il y ait au moins 30%. Au moins 30%. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. C'est vrai. Mais si on est généreux, on est garant pour laquelle... Non, cette disposition, je suis pour. Oui. Pourquoi? Parce que ça permet au moins aux femmes de se surpasser et de vouloir vraiment remplir ce quota-là. Oui. De ce point de vue, ça permet aux femmes de faire plus d'efforts pour ne pas vraiment qu'on ait à dire que mais on veut les 30%, mais ça manque toujours. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, ça permet au moins de prendre la question de genre. Parce que la parité, telle que on a voulu un homme, une femme, si il est difficile d'avoir ça, au moins vouloir un quota, ça peut vraiment être une occasion pour les femmes d'être dans ces instances de prise de décision. Et ce qui est dit, pour vraiment donner un sens aussi à cette disposition, il ne s'agit pas d'aligner les femmes à la fin de la liste pour dire que le quota de 30% est respecté. Il faudrait que cela se... Non, c'est bien dit, on dit au poste de décision. Oui, c'est bien précisé. C'est pas n'importe quel poste. Par exemple, quand c'est un scrutin, par exemple, de liste à la représentation proportionnelle, comme on l'a dit, plus on est en tête de liste, plus on a la chance d'être désigné. Il ne s'agit pas, sur cette liste-là, vous alliez les femmes à la fin, à la queue, et dire que vous avez respecté cette disposition constitutionnelle. Il faut tenir compte dans l'ordre d'inscription sur la liste pour que le quota de 30% soit respecté. Donc c'est une disposition qui est vraiment un avantage certain pour les femmes. Pour peut-être la gouverne du plateau, je crois le ministère de la promotion féminine, la promotion féminine, qui est en train de faire un travail formidable dans ce domaine-là. Ils l'ont appelé, c'est un grand document, il l'appelle le compendium des compétences féminines. C'est-à-dire que c'est une sorte de recueil qui va essayer de recenser les compétences féminines dans tous les domaines. Par exemple, on va dire dans le domaine du droit, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'enseignement, etc., etc. Donc, je crois que ce document-là existe il y a quelques moments déjà, il y a quelques mois, parce que ils se sont inspirés des exemples dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. C'est une bonne chose. Il y a d'autres États qui ont appliqué ça. Ça s'appelle la discrimination positive. À un moment donné, on constate qu'une couche est sous-représentée. Par la force des dispositions, on essaie de valoriser ou de favoriser cette couche à l'effet qu'elle puisse vraiment être représentée dans les instances de prise de décision. Donc, c'est des dispositions qui font cette discrimination positive. Donc, ce que vous dites là est une mesure à saluer. Mais je dis encore qu'il y a des pesanteurs qui peuvent... Sociologiquement, je ne suis pas mieux indiqué pour parler de ça, mais de mes constats d'observateurs, je vois qu'il y a des pesanteurs qui peuvent freiner l'évolution des fusions. Il y a des compétences. Mais être dans la vie publique, c'est un autre challenge. Voilà, un autre challenge. Tout à fait. M. Kaba, dans justement ce projet de nouvelle constitution, il y a quand même une disposition aussi qui intéresse beaucoup plus de gens, qui a même été une recommandation de beaucoup plus d'acteurs de la vie sociopolitique, c'est la candidature indépendante. Mais une candidature indépendante encadrée. En quoi est-elle encadrée? Oui, son encadrement, c'est parce que si on permet à un individu, à un groupe d'individus, parce que aux législatives, par exemple, les candidatures indépendantes sont possibles
pour le scrutin majoritaire uni ou plurinominal. Donc, permettre aux individus, il faut quand même donner un encadrement. Cet encadrement, c'est avoir le nombre de parrainages, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aussi donner l'occasion à n'importe qui de vouloir se présenter à une élection. Si c'est les partis politiques, d'abord la création d'un parti politique obéit à tout un mécanisme. La représentativité, il y a la charte des partis politiques. La Constitution même impose déjà, ce projet impose déjà des conditions que le groupe qui veut vraiment mettre en place une organisation politique doit satisfaire. Donc il ne faut pas permettre aux individus, les candidats indépendants, de vouloir passer comme ça sans contrôle. Donc, d'où cette question de parrainage où il faut une loi organique pour déterminer, pour donner un contenu à ça. Mais ce qu'on peut dire déjà, en gros, c'est que ce parrainage permet à l'individu d'avoir une certaine représentativité, une certaine connaissance, j'allais dire. Que l'individu ne soit pas seulement connu que dans sa préfecture. Vous êtes connu que chez vous. Il faut quand même avoir, si c'est aux élections nationales, je veux dire, il faut avoir vraiment une certaine reconnaissance au plan national. Voilà. Et donc, ça permet quand même de savoir qui veut briguer la magistrature suprême ou qui veut être à cette fonction, à ce poste. Donc, l'encadrement, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas permettre à toute personne, c'est pas péjoratif, mais à toute personne de vouloir tenter de briguer un poste. Il faut vraiment un encadrement. Mais cet encadrement, encore une fois, doit faire l'œuvre d'une loi organique. Et c'est pourquoi je disais qu'au cas où le 8 passe, le CNT devrait élaborer des lois organiques pour que beaucoup de dispositions constitutionnelles soient opérationnelles. Sinon, elles seront inopérantes parce qu'il n'y a pas de contenu. Et il y a aussi d'autres dispositions qui concernent, par exemple, la scolarisation des fils et filles de Guinée. Je crois de 5 à 17 on part maintenant de 5 à 17 ans. Je pense que ça, c'est aussi une avancée majeure parce que jusque-là, je crois qu'on était aux alentours de 7 ans. Voilà. Oui, j'avoue quand même que d'un point de vue personnel, c'était une avancée, je suis d'accord avec vous. Mais je dirais que l'enseignement public quand même a toujours été gratuit. Ça, on doit avoir le courage de l'affirmer. L'enseignement public a été gratuit. Les écoles publiques sont gratuites. Maintenant, l'âge quand même qui est indiqué, à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans, essayer d'obliger les parents, les forcer à maintenir l'enfant à l'école, ça on doit encourager ça, on doit saluer ça. Mais quant à l'enseignement, il a été, d'un mon point de vue, ce que j'ai personnellement, je n'ai fréquenté que les écoles publiques. Donc, je peux le dire. Je n'ai fréquenté que les écoles publiques. Nous sommes tous des fruits de l'école publique. Bon, sauf que en ramenant l'âge jusqu'à 5 ans, aujourd'hui, on enlève une épine des pieds des parents d'élèves parce que certains parents. Il y a quand même des enfants qui sont assez doués et qui n'ont pas besoin d'attendre l'âge de 7 ans pour commencer déjà l'école primaire. Bon, dans les grands centres, les centres urbains par exemple, il y a le préscolaire. Donc les parents sont obligés de supporter parce que l'État a très peu d'établissements préscolaires. Et donc, en ramenant à 5 ans, ça enlève une épine des pieds des parents d'élèves parce que là, ils peuvent scolariser déjà à 5 ans. À 5 ans déjà, les enfants. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, à cela s'ajoute un autre avantage qui pourrait s'ajouter à ce que vous dites là, c'est il y a des zones, on a connu où la déscolarisation était très fréquente. Les zones comme Sigiri, il n'était pas rare de voir les jeunes abandonner l'école parce que l'argent s'est gagné facilement. Donc, une telle disposition peut être vue dans ce sens-là et on pourrait considérer cela comme un autre avantage. Et surtout, vous avez parlé tout à l'heure de pesanteurs. Je crois pour les jeunes filles, ces pesanteurs-là existent toujours, surtout dans nos sociétés traditionnelles. À un certain âge, on a forcément envie que la jeune fille puisse épouser quelqu'un, aller dans un foyer. Mais maintenant, je pense que c'est possible. Même les parents ont quand même une raison de maintenir les enfants en disant que bon, c'est possible que le regard
Le regard extérieur peut être important pour maintenir l'enfant. Si je le fais, si je la marie maintenant, même les voisins me regardent et c'est possible que ça puisse m'attirer des ennuis. On dit que la peur du gendarme est déjà le début de la sagesse. Absolument. Voilà, absolument. je crois que ça c'est extrêmement important. Maintenant, il y a aussi par rapport aux partis politiques. Bon, c'est vrai qu'on a assaini, mais du point de vue de leur fonctionnement, du fonctionnement des partis politiques, j'ai l'impression que la loi fondamentale n'est pas revenue. Bon, c'est vrai qu'elle a pour elle le manque de loi organique pour l'instant. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment légiféré sur la question des partis politiques. Moi, je pensais qu'on aurait pu suffisamment aborder la question des partis politiques parce que c'est extrêmement important pour des pays comme des pays comme la Guinée de clarifier certaines questions à l'intérieur. Oui, c'est vraiment important, surtout le rôle que doivent jouer ces partis politiques. Dans la formation, l'éducation des militants, c'est important. Mais comme vous l'avez dit, la charte des partis politiques, si elle est révisée, pourrait peut-être donner plus de contenu. Mais je suis d'accord, depuis la Constitution, si des dispositions beaucoup plus contraignantes étaient prévues, peut-être que... mais je pense que le Constituant a toutes ses raisons de vouloir réserver ces aspects-là aux lois qui viendront donner un contenu. Parce qu'au début de l'émission, je parlais du bloc de constitutionnalité. La Constitution, c'est aussi avec les lois organiques. Si vous amputez les lois organiques à la Constitution, elle restera sans développement. Tout à fait. Et parce que ce sont ces lois organiques qui viennent développer, qui viennent vraiment détailler la Constitution. Donc, le Constituant, je pense qu'il a voulu réserver ça. Je voulais juste poser une question sur, par exemple, sur... la décentralisation. Le processus de décentralisation tel qu'il a été conçu, c'est vrai que la plupart des pays qui sont autour de la Guinée ont commencé la décentralisation bien après nous, bien après la Guinée. Et la plupart de ces pays ont atteint le niveau national dans leur projet de décentralisation. La Guinée en est encore, comment je vais dire ça, au stade communal. Oui. Mais cette loi, ce projet de nouvelle constitution, je crois, nous oblige à faire le dernier pas. Parce que les sénateurs, pour la plupart du temps, sont élus par les conseillers communaux et conseillers régionaux. Donc on va franchir le pas de la région dans les 2 tiers des sénateurs sont élus par le scrutin indirect. Et un tiers conseillers régionaux et conseillers communaux. Puisqu'on n'a pas de conseillers communaux, c'est l'occasion pour nous peut-être de revenir un peu parce que la dernière loi sur les collectivités avait annoncé la loi la région comme une collectivité territoriale, une collectivité locale décentralisée mais ça n'a jamais vu le jour et on est dans la décentralisation depuis presque le discours programme du général Lansana Conté. Ça date de 85, il y a déjà beaucoup d'années. Vous savez, la décentralisation, vous permettez que je fasse une sortie de piste pour donner plus de visibilité. Tout parle du fait que l'État unitaire est régi par le principe de centralisation, le principe d'indivisibilité et de centralisation. Mais dans la pratique, on se rend compte que cette centralisation est loin d'être la solution. Depuis la France, Napoléon, on dirait il disait qu'on peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près. Donc, du coup, il fallait rapprocher l'administration des administrés. Donc, on est allé avec la déconcentration. Dans un premier temps. Dans un premier temps. La déconcentration qui est une délégation. Une délégation des autorités centrales aux autorités déconcentrées. Tout à fait. On a aussi compris que cette déconcentration ne règle pas tous les problèmes. Parce que les populations ne se sentent pas concernées dans leur gestion. Donc, il faut laisser aux populations de s'auto-administrer. D'où ce que vous évoquez là, la décentralisation. Cette fois-ci, c'est un transfert. Oui, effectivement. L'État transfère des compétences aux collectivités locales. Et avec les moyens. Oui, avec les moyens, bien entendu. Souvent, ce n'est pas le cas, mais c'est ce que dit la loi. Vous transférez les compétences, mais avec les moyens. Tout à fait. Donc, les accompagnements. Ce transfert permet aux collectivités, aux populations,
de choisir des hommes et des femmes qui peuvent présider à la à travers un conseil élu. Donc, mais, comme vous l'avez dit, jusque maintenant, la décentralisation s'est limitée au niveau des communes. On a les communes urbaines et les communes rurales. Et vous avez vu le nouveau découpage où on a Conakry, la zone spéciale est allée jusqu'à 13 communes. Donc, le projet envoie la barre au niveau supérieur, au niveau région, pour que les régions soient à la fois, ce que j'ai lu, sauf erreur de ma part, dans le projet, la région est à la fois une circonscription territoriale, mais aussi une collectivité décentralisée. Donc la région porte les deux statuts. Maintenant, matériellement, comment le mécanisme va se faire, et la loi, une autre loi devrait définir. Oui, la précédente disait que c'était une démocratie indirecte. Je crois que c'est l'ensemble des conseillers communaux. Le mode d'élection peut être par un suffrage indirect. Le collège électoral peut être constitué que des conseillers communaux. Et c'est eux qui se retrouvent pour élire les conseillers régionaux. Mais ce que j'ai voulu dire, avec le statut de circonscription territoriale, ça veut dire qu'il faut avoir un représentant de l'État qui répond à la déconcentration et qui va être lié aux autorités centrales par le pouvoir hiérarchique. Parce que dans la déconcentration, c'est la hiérarchie. Alors que dans la décentralisation, c'est la tutelle. La tutelle, oui. Donc, comment ce mécanisme-là, région à la fois, circonscription territoriale et collectivité décentralisée, un gouverneur sûrement qui va être nommé, et un conseil régional qui sera élu. Et ce mécanisme-là, je pense qu'il devra faire l'objet d'une précision. Mais puisqu'on avait déjà légiféré, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas regarder encore sur dans ces anciens textes, même s'ils ne sont plus d'actualité. Oui, Idrissa voulait poser une question. Alors, M. Kaba, on revient un peu sur... Je vais prendre un peu dans les propos de la directrice des élections. Elle parlait un peu du calme qui a caractérisé ce vote. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est parce que le peuple a compris que il faut peut-être, il y a ces choses qu'on doit vraiment nous épargner, ou bien vous pensez qu'il y a eu beaucoup plus de sensibilisation? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme acquis? Parce que là, nous partions vers plusieurs consultations. Il me sera difficile vraiment de donner une réponse assez précise face à cette question. Je ne saurais répondre à la place du peuple. Ce que j'ai pu quand même dire, c'est ce qui est constat, ce qui est factuel. L'analyse, c'est pourquoi je disais que la DGE a tenu un discours, ou plutôt une adresse, ou une allocution qu'on vient de suivre, qui était attendue, ma foi. Maintenant, ce calme-là, quelques temps, permettez que je ne puisse pas me substituer pour donner une raison. Oui, M. Kaba, à quel niveau le code électoral intervient dans tout ça? Oui, le code électoral, une pertinente question aussi. Le code électoral, c'est, comme vous savez, chaque domaine est régi par une loi. Je parlais du code de collectivité tout à l'heure. C'est-à-dire pour la gestion, l'administration, tout ce qui est lié aux collectivités, il faut une loi. Le code électoral, lui, c'est la loi qui s'applique aux élections. En peu de mots. Toutes les consultations électorales, l'encadrement de toutes ces consultations-là est défini dans quelle loi? Dans le code électoral. En l'état, est-ce qu'on a un code électoral qui fonctionne? Oui, c'est une question assez pertinente. Se fondant sur l'ordonnance qui a prorogé les lois en vigueur à la date du 5 septembre, on peut analyser ainsi. Mais dans les faits, en tant qu'analyste, en tant que juriste, dans les faits, je constate que le code électoral n'est pas en vigueur. Dans les faits. Mais comme je dis, en se basant sur l'ordonnance, on pourrait aller dans ce sens. Mais dans les faits, selon mes analyses, le code électoral, il nous faut un nouveau code électoral. Après, si le projet passe, il faut un code électoral pour justement donner un encadrement à tous ces processus électoraux à venir. Voilà. Et bien, par exemple, comment on a fait pour le référendum? Est-ce possible qu'on organise les autres élections qui... Non, avant qu'on ait un code électoral? Non, il faut un code électoral. Forcément. Non, obligatoirement, c'est un passage obligé.
Il faut un code électoral. Hein? Il faut un code électoral. Le code électoral va parler d'abord des dispositions communes à toutes les consultations électorales, le statut d'électeur, l'enrôlement, le fichier, tout ça. Les circonscriptions. Voilà. Ensuite, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections locales, les pénalités, et les dispositions financières. Le cautionnement, oui, tout à fait. Voilà, les dispositions financières, les pénalités, les infractions qui pourraient être commises à l'occasion des élections. Donc, il faut une loi spéciale pour régir toutes ces questions-là. Donc, il faut un code électoral. Et ce travail incombe au CNT. Absolument. C'est encore là, je reviens sur ce que je disais. Si le oui passe, le CNT devra élaborer parce que c'est lui qui a compétence. L'article 57. L'article 57 de la charte donne ses compétences au CNT, en plus d'être le constituant, donc d'élaborer les lois. Mais c'est l'organe législatif de la transition. Jusqu'à l'installation et le projet dans les dispositions transitoires, jusqu'à l'installation des institutions constitutionnelles telles que prévues dans le projet, les organes de la transition continueront à assumer les attributions telles que définies ou telles que... Peut-être pour compléter un peu sa préoccupation, le fait que le constituant ait décidé de donner une loi référendaire, ça sous-entend que forcément, tout à fait. Ça sous-entend que forcément il va y avoir une loi électorale. Exactement. Parce que si la loi 012 n'intervenait pas, tout ce qu'on a dit là, on serait dans un pilotage à vue. Ce serait, disons, voilà, il faut avoir un encadrement juridique. Tous les délais qu'on évoquait là, tout le mécanisme qu'on disait là, des bureaux de vote au CACV, des CACV au ministère de l'administration du territoire, à travers la DG, donc les résultats provisoires, la contestation devant quelle institution, l'institution là dispose de combien de temps, ainsi de suite. Tout ça devrait faire objet d'un encadrement et c'est la loi 012 qui a permis de fournir cet encadrement juridique. Donc, obligatoirement, il faut qu'on ait aussi une loi électorale, comme le doyen disait, pour qu'on aille... On va marquer une courte pause et puis après, vous garderez la question pour la suite. Dès qu'on revient de la pause, vous allez poser votre question. La régie, si vous nous suivez, on vous rend l'antenne momentanément en attendant qu'il y ait du nouveau du côté de la Direction générale des élections.